10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Ils sont les joueurs de la saison. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On lance un nouveau concept, c'est la première édition annuelle des We Lose. Ouais, les We Lose, le cinéma a les Oscars, la musique a les Grammys, la télé a les Emmys, il y a plein de distinctions industrielles dans plein de catégories. Aujourd'hui, le football, en tout cas le football francophone sur YouTube, cette plus petite niche-là. Et ce football a les We Lose. Et alors, on va pas faire meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur gardien. C'est pas le théâtre du Châtelet ici. Aujourd'hui, on est là pour célébrer la variété et la diversité, la richesse de notre sport avec 8 nouvelles catégories, un petit peu spéciales, que j'ai créées. 8 distinctions, 8 We Lose à donner. Et le premier, ce sera pour le meilleur zombie. Je vous explique très très vite. On a un We Lose du meilleur super-héros, le We Lose de la meilleure réinvention, le We Lose du meilleur crescendo, ça aussi c'est un concept, le meilleur transfert, le meilleur rookie, plus facile, le meilleur retraité, et enfin le We Lose de la meilleure histoire. Le premier, comme j'ai dit, le meilleur zombie, pour moi c'est un joueur revenu à la vie. Il avait déjà une vie, à une époque il était pas mal coté, on l'a un petit peu oublié, il a un petit peu disparu du circuit, des radars, mais là, très très grosse saison 2024-2025 qu'il a remis au premier plan. Et j'ai pensé par exemple à Mikkel Damsgaard, 11 passes décisives cette saison en Première Ligue, un moment qu'on l'avait oublié depuis son bel Euro 2021, mais là il a fait une très très belle saison. J'ai pensé à Mason Greenwood, co-meilleur buteur de Ligue 1. Bon, il avait disparu des radars pour des raisons plutôt extrasportives, comme on sait, mais ouais, évidemment, co-meilleur buteur, c'est énorme saison pour Mason Greenwood à Marseille. J'ai pensé à Corentin Tolisso, lui aussi, très très belle année 2024-2025 à l'OL, 7+7, même ce qu'il a fait en Europa. Joueur méga important, repositionnement intéressant. Corentin Tolisso aurait pu être dans les 3. Angelino aussi, à une époque très très bien coté. Un des latéraux gauche prometteurs. Bon, d'ailleurs, ça avait été pas mal un flop. Hoffenheim, Galatasaray, difficile, mais dans la Roma de Ranieri cette saison, il a été top. Il a joué 93% des minutes. J'aurais pu mettre donc Angelino, mais j'ai mis comme mon premier zombie sur la première marche du podium. À la fin, j'ai mis Patrick Schick, parce que je crois qu'il n'y a pas plus zombie que Patrick Schick. Le gars, 29 ans, on l'avait jamais vraiment vu faire une saison complète. Il a eu tellement de problèmes de blessures. C'est l'histoire de la carrière de Patrick Schick. Tellement de matchs ratés pour blessures. Mais cette année, Patrick Schick a 21 buts en Bundesliga, alors qu'il partait pas titulaire. Il a profité de la blessure pour le coup de Victor Boniface qui s'est blessé aux ischio en novembre. Et ouais, très grosse saison de Patrick Schick, 21 buts, un seul penalty dans le lot. Méga saison 2024-2025, on verra s'il peut éviter les blessures l'année prochaine. Mais ce serait mon premier zombie. Et le deuxième, on reste en Bundesliga, Hugo Ekitike. Un moment très prometteur, l'échec du Paris Saint-Germain. Mais son année à Francfort, là, elle est de méga haut niveau. 15 buts plus 8 passes décisives. Il faisait un super duo en première partie de saison avec Omar Marmouche. On voyait des actions par exemple Marmouche qui donne à Ekitike, qui transmet en une touche pour Hugo Larsson, l'appel dans la profondeur. Très beau Francfort aussi qui retourne en Champions pour seulement la deuxième fois de l'ère moderne, qui est une troisième de Bundesliga. Et Ekitike a joué un rôle très très important là-dedans, mais même après le départ de Marmouche, même deuxième partie de saison, il a aussi été excellent. Donc ce serait mon deuxième zombie, mais le premier zombie, le We Lose du meilleur zombie, je l'attribue et je le donne. Un de mes joueurs préférés de la saison, c'est Moise Kean. Énorme saison de Moise Kean, 18 buts en Serie A pour Moise Kean, 24 toutes compétitions confondues. On a vu toute sa qualité de finition, toute sa puissance, très très fort. Il a même retrouvé la sélection, ça c'est un vrai joueur zombie. Il a retrouvé l'Italie, 2 buts l'autre jour contre l'Allemagne. Et ouais, juste ça c'est une courbe aussi qui ressemble à un joueur zombie. Très très belle année 2024-2025 de Moise Kean, auquel je décerne donc le We Lose du meilleur zombie. On a ensuite le meilleur super-héros. C'est pour moi le gars qui est dans une mauvaise équipe, voire une très mauvaise équipe, fait des miracles, porte toute la charge sur son dos et fait gagner des matchs, empêche de les perdre, empêche des relégations. C'est par exemple le cas dans ma liste complémentaire, j'avais Yvan Diouf. C'est sur les chiffres avancés le meilleur gardien de Ligue 1 sur sa ligne. Il a grosso modo empêché Reims de concéder 14,6 buts. Et ça aurait donné une saison assez compliquée pour Reims. Yvan Diouf a été monstrueux.
Mais le premier Willou, on reste en Ligue 1, je le donne à Moses Simon. On connaît Moses Simon, on connaît sa capacité à transformer ses actions en un but comme ça, entre quatre, la percussion, et puis derrière la force de frappe. Moses Simon fait partie des joueurs vraiment talentueux de notre championnat, vraiment au-dessus du FC Nantes. Et il l'a encore montré cette saison. Pour moi, c'est une saison un peu classique Moses Simon, mais je trouve que ça mérite d'être distingué. 8 plus 10, quasiment 20 contributions décisives en Ligue 1, dans un club où c'est difficile de produire du jeu souvent. Belle saison de Moses Simon, je le considère dans cette catégorie. Et mon deuxième, c'est Matheus Cunha. Un petit peu la même chose, franchement, pour Matheus Cunha aux Wolves. Il a fait 15 buts, 6 passes D en Première Ligue. Et tout ça en ayant été suspendu quand même à un moment 4 matchs pour un carton jaune. Il a une carte à jouer pour le Mondial 2026 avec le Brésil. Il est vraiment au-dessus du lot. Pareil, il y a un petit peu des actions comme Moses Simon. Ici, entre 3, sans défait, va les frapper, finir devant Matt Sells, poteau rentrant. Grosse saison de Matheus Cunha qui va sans doute avoir un gros transfert cet été. On parle de Manchester United. Ouais, c'est mon deuxième super-héros. Mais le premier, c'est en réalité le joueur auquel j'ai pensé tout de suite quand j'ai créé cette catégorie, Bruno Fernandes. Dans ce Manchester United très compliqué, et Bruno Fernandes, pour moi, il est tellement au-dessus du lot. C'est le seul joueur que j'ai trouvé dans ce match contre United vraiment effrayant dans cette double confrontation-là pour nous, pour l'OL. Malheureusement, on passe pas et il était impliqué dans quasiment tous les bons coups d'United, tous les mauvais coups pour nous. Il faisait vraiment flipper. À chaque fois qu'il touchait le ballon, sur des longs ballons comme ici, la reprise de volée acrobatique, il finit sur la barre de Lucas Perry, c'était un top geste. Contre la Real Sociedad, aussi en Europa League, il plante un triplé. Bruno Fernandes, il a été un petit peu délirant cette saison. 7 plus 5 en Europa League, 8 plus 10 en PL. C'est quasiment essentiellement pour Bruno Fernandes que je vois Manchester United légèrement favori de la finale d'Europa League demain soir. Il est très fort. Et juste méga joueur qui, pour moi, l'Athletic en a fait un article l'autre jour. Bruno Fernandes is a one-man football team. Une équipe de foot à lui tout seul. Je crois que c'est pas un joueur d'Europa League, malgré son importance dans cette compétition. 3e meilleur buteur, 3e meilleur passeur de l'histoire de l'Europa League. Pour moi, c'est pas un joueur d'Europa League, c'est un joueur Champions. Et pour moi, c'est un joueur top 8 de Champions. Il rentrerait, l'article en parle, dans, je pense, quasiment tous les clubs de Première Ligue. Est-ce qu'il rentrerait à Liverpool à la place de Szoboszlai? Ouais, tu peux dire que oui. Est-ce qu'il rentrerait à Manchester City maintenant que De Bruyne s'en va? Ouais, tu peux dire que oui. Bruno Fernandes, pour moi, c'est vraiment le super-héros. Et je ne sais pas si United mérite ce super-héros. Mais heureusement pour eux qu'ils l'ont. On verra ça aussi demain soir. Le Willou de la meilleure réinvention, le meilleur repositionnement tactique. Un joueur qui a été absolument métamorphosé par son changement de rôle en 2024-2025. Il y en a quelques-uns d'évidents, mais du coup, j'ai une liste complémentaire assez longue. On a vu de très belles choses sur les ajustements tactiques en 2024-2025. Et par exemple, c'est très récent, mais est-ce que je peux dire un mot pour mon poteau Maxence Cacré? Parce que dans le Como de Fabregas, là, ça fait 3 matchs qu'il a été replacé milieu offensif, un peu numéro 10. On le voyait parfois aussi à l'OL comme premier déclencheur de pression. On connaît sa qualité dans ce registre. Mais en plus du pressing, récemment, il s'est mis à faire comme ça, appel dans la profondeur. Ça lui a permis de marquer contre Cagliari ici, magnifique petit ballon piqué. Aussi contre Vérone week-end dernier, là, au bout d'une petite percée, frappe croisée. Ouais, Maxence Cacré, 2 buts sur ces 2 derniers matchs. Est-ce qu'on tient quelque chose? Sous Fabregas, ça se passe très bien. Dans un com qui est méga intéressant, on va pas mal en parler dans la vidéo. Mais ouais, je le mets pas dans le top 3, il y en a eu d'autres. Mais intéressant ce qu'on voit de Cacré comme dans un milieu plus avancé. Il y a Diego Moreira à Strasbourg aussi, qui a été élu par les supporters de Strasbourg 3e meilleur joueur de la saison. Bon, lui passé d'ailier à piston et un des meilleurs pistons du championnat, ça c'est une claire réinvention tactique. J'ai aussi, en plus de Diego Moreira qui finit à 7 passes décisives en Ligue 1, Eric Garcia, défenseur central sur le papier, mais on l'a vu latéral droit, on l'a vu milieu défensif. Il a un petit peu plus colmaté les brèches, sans que ce soit une réinvention totale et complète, mais très intéressant. Et je le mets même pas dans le top 3, un des coups tactiques de la saison, mais Mikel Merino, bien sûr. Mikel Merino en 9, en pointe, avec les blessures de Kai Havertz, de Gabriel Jesus. Arteta devait inventer quelque chose, et en l'espace de 3 mois, Mikel Merino, il a planté 7 buts, 5 en Première Ligue, le doublé contre Leicester par exemple, typique de ce que Mikel Merino peut apporter. On connaît sa qualité dans le jeu aérien, on l'a vu avec l'Espagne, on l'a vu avec la Real Sociedad où il était un des milieux qui gagnait le plus de duels aériens. Et dans la surface, à la réception de centre, son doublé contre Leicester qui permet à Arsenal de prendre
2 points de plus que ce qu'ils auraient pris ici, la victoire, mais aussi contre Chelsea, contre Fulham, contre Liverpool. En gros, ces 5 buts là sur cette période de 3 mois ont rapporté 7 points à Arsenal. Il a été vital dans la qualif contre le Real Madrid aussi, avec 3 implications sur les 5 buts de ce quart de finale. La seule raison pour laquelle je ne mets peut-être pas Mikel Merino dans ce top 3, c'est qu'il ne va pas rester faux neuf. Voilà, c'est juste une réadaptation de quelques temps, mais ce n'est pas une réinvention complète et totale. Alors qu'à l'inverse, mon premier Willou de la meilleure réinvention, la médaille de bronze, Ryan Gravenberch, pour moi, ça n'avait aucun doute que sa transformation, grosso modo, de 10 à 6, de milieu avancé à milieu reculé, c'est pour la vie. 3e joueur avec le plus d'interceptions en Première Ligue, un des joueurs les plus utilisés par Arne Slot. Il y a la qualité de distribution, il y a son rôle entre les lignes, où il a développé en plus une super relation avec Van Dijk, qui se trouve très très souvent pour battre la première ligne adverse, mais il y a aussi tout le travail de Pior qu'il fait pour boucher les trous, pour aspirer les ballons, les interceptions, les tacles, etc. Gravenberch en 6, c'est une vraie réussite, et il a été un des joueurs importants en Europe grâce à ce repositionnement. Comme Rafinha, en tant qu'ailier gauche cette saison, l'année dernière il avait un peu joué ailier gauche déjà, c'est peut-être pour ça on ne le met pas, mais c'était pas la plupart de ses matchs, la plupart c'était quand même ailier droit, il avait joué à peu près un tiers ailier gauche, mais là en plus c'est pas ailier gauche, c'est ailier gauche / second attaquant de projection, dans le dos de la ligne, joueur de profondeur. On connaissait pas beaucoup Rafinha dans ce rôle vraiment quasiment de 9 sur certaines séquences, ouais, de second attaquant, de joueur vraiment profond. Il a fait tellement mal au Real Madrid de Lucas Vazquez, par exemple, dans ce registre. Je me souviens, on avait analysé ce match contre Valladolid, tout début de saison. J'ai l'impression que c'était hier, c'est allé vite. Mais ouais, le 7-0, où ses contrôles comme ça, dans la profondeur, la qualité de sa première touche, la qualité de son jeu dans la verticalité, cette finition-là magnifique derrière, même s'il en a raté quelques-unes en Liga, mais en Champions, bien sûr. Ouais, il a fait la saison magique qu'on connaît. Rafinha, c'est quoi? Statistiquement, il doit terminer avec, j'ai pas les chiffres ici, mais je crois que c'est 18 plus quasiment 30 contributions décisives en Liga, en Champions, un paquet de buts aussi. Énorme saison de Rafinha. Mais celui que j'ai mis tout en haut de la meilleure réinvention, ouais, c'est Ousmane Dembélé en faux neuf. On l'avait déjà vu 2 fois la saison dernière contre la Real Sociedad et contre l'Olympique de Marseille. 10 / faux neuf, mais joueur axial, de décrochage. Ça avait très bien marché, mais cette saison, bon, ça a été au cœur de la réussite de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, typique. Le but contre Liverpool à Anfield qui vient de là. Je crois que Dembélé va postuler au Ballon d'Or s'il y a victoire du Paris Saint-Germain, a aussi des chiffres, des stats délirantes. Pour autant, je ne pense pas que ce soit seulement ça. Je pense qu'il y a d'autres choses dans l'arrivée à maturité de Dembélé. Il y a aussi la qualité collective du Paris Saint-Germain qui lui donne beaucoup plus d'opportunités. Mais il y a pas mal de moments où il est aussi sur le côté. Cette attaque, ce secteur offensif est tellement fluide que je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur l'idée de Dembélé en 9 ou faux 9 ou 10. Et c'est ça qui fait tout. Mais bon, ça a quand même contribué. Et on a vu un joueur devenir de plus en plus intéressant dans le dernier geste, dans la surface de réparation. On verra si c'est la même idée que le Paris Saint-Germain poursuit en 2025-2026. Mais c'est possible, vu la qualité qu'ils ont sur les côtés. Et ça, on va en reparler très vite aussi. Le Willou du meilleur crescendo, ça pour moi, c'est un joueur qui est vraiment monté en puissance au sein même de la saison. C'est pas tout à fait pareil que le joueur qui a le plus progressé par rapport à la saison dernière. Quand on considère par exemple le MIP en basket, on pense à ça. Pour moi, le meilleur crescendo, voilà, comme un crescendo en musique, un joueur qu'on n'entendait pas beaucoup en début de saison, qui était très secondaire sur la première partie de saison, et qui est devenu, au fur et à mesure des semaines et des mois, un joueur ultra majeur de son collectif. J'ai hésité à parler d'Hassane Diao, parce qu'il avait 2-3 titularisations en Liga avec le Betis début de saison. Il a été acheté par Com à l'hiver et est devenu un joueur majeur de Com. Il a triplé sa valeur marchande sur cette période, 8 buts en Serie A. Dommage la fracture du pied, il aurait pu finir avec une dizaine de buts. Mais bon, comme c'était à cheval entre 2 clubs, je ne l'ai pas intégré ici. J'ai mis par contre Rodrigo Mora. On aurait pu le considérer comme meilleur rookie, mais bon, le Porto B joue en 2e division portugaise et il était déjà un petit peu dans nos radars, etc. On entendait déjà parler du côté du Portugal. Donc, je l'ai mis ici. Pour moi, c'est un joueur qui, début d'année, Rodrigo Mora, début de saison, bon, il termine là en Liga portugaise avec 10 buts, 4 passes D, mais début d'année, voilà, pas dans l'effectif, 10 minutes ici, 26 minutes là, 6 minutes là. Finalement, il faut attendre le 21 décembre pour qu'il ait sa première titularisation en championnat.
Un but, une passe D, encore un but, une passe D la semaine d'après, et derrière, il a déroulé et il est devenu un titulaire indiscutable du FC Porto. C'est un joueur extrêmement, extrêmement prometteur, petit joyau portugais d'1m68. Rodrigo Moura, joueur crescendo, parti de pas grand-chose début de saison, pas beaucoup de temps de jeu, même s'il est régulièrement impliqué dans l'équipe première. Et là, maintenant, un joueur majeur, et on verra la suite pour lui. J'ai mis aussi Dean Huijsen là-dedans, pris à la Juve par Bournemouth comme un pari en début d'année, en début de saison, au mercato estival. Il est acheté une vingtaine de millions par Bournemouth à la Juve. Il n'était pas titulaire au début, sur le banc, 13, sur le banc. Et finalement, à partir de la 14e journée, donc on est en décembre là, contre Tottenham, il prend la place de titulaire et il ne l'a pas lâché. 90 minutes à chaque fois, plus une seule minute sur le banc ou ailleurs. Il est devenu un des centraux majeurs de Première Ligue. La qualité de ses deux pieds, un peu ambidextre. On voit des actions un peu bastoniques comme ça, le centre depuis le demi-espace. Mais il a aussi le pied droit pour sortir. Il a de la taille, 1m97. Il a de la vitesse. 19 ans, c'est jeune pour un central. Mais bon, voilà, il vient de signer au Real Madrid pour une 60aine de millions d'euros. C'est difficile d'imaginer un plus gros crescendo dans la carrière de Dean Huijsen. Il a l'air d'être un très bon petit gars aussi. Il a fait une interview sur YouTube, une vidéo un peu vlog où on le voit parler avec son pote à Bournemouth, sympa. J'adore Dean Huijsen. Et ouais, vrai joueur crescendo. Mais j'avoue, pour moi, le joueur crescendo ultime, quand j'ai créé cette catégorie il y a genre 3-4 mois, je me disais, waouh, ok, là on est en train de vivre un vrai crescendo. Désiré Doué. Recruté cet été pour l'avenir par le Paris Saint-Germain. Début de saison, que ce soit Ligue 1 plus Ligue des Champions, il avait 4 titularisations avant décembre. Depuis le match à Salzbourg, ce fameux match à Salzbourg, il est devenu un joueur majeur, quasiment vital pour Luis Enrique. Il a été titulaire contre City, 2 fois contre Arsenal, joueur de grands matchs, joueur de grands moments. Le but de l'égalisation contre Aston Villa, celui-ci au Parc des Princes, sur ce quart de finale aller pour permettre au Paris Saint-Germain de ne pas trop douter. Il est devenu un gars véritablement majeur du foot français. Les minutes avec Barcola se sont un petit peu inversées. C'est le joueur d'Europe numéro 1 en action qui amène à un but par 90 minutes, devant Saka, devant Wirtz, devant Olise, devant Yamal, pour un gars qui, voilà, comme on dit, avant décembre, jouait assez peu dans ce Paris Saint-Germain-là. C'est difficile d'imaginer un plus gros crescendo que Désiré Doué. C'est pour ça qu'il obtient mon Willou de cette catégorie. Le meilleur transfert, pas facile. On aurait pu parler justement de Doué, de Huijsen, évidemment, vu les trajectoires qu'ils ont vécues derrière. On aurait pu parler aussi du mercato hivernal, ne serait-ce qu'en Ligue 1, Kfara par exemple, Mika Biarret à Monaco. Mais j'ai voulu recentrer sur le mercato estival. Et un que j'ai considéré, c'est Scott McTominay, pris par Naples. Il est en Serie A à 11+6, dans ses positions extrêmement avancées. Il est un des joueurs majeurs d'Antonio Conte. Magnifique saison de McTominay avec Naples. Il sera peut-être champion d'Italie vendredi soir. Je ne l'ai pas mis parce que ça a été un beau mercato estival. Quelques très bonnes prises. Mon premier, ma médaille de bronze, Julián Alvarez. L'Atlético, en gros, a trouvé son nouveau MVP offensif, son nouveau référent pour préparer le post-Griezmann, l'après-Griezmann. 17+3 en Liga, en Champions 7 buts aussi, 5 en Copa del Rey, ça fait quoi, genre quasiment 30 buts, toutes compétitions confondues pour Julián Alvarez. Malheureusement, le penalty un petit peu douteux, etc. Mais ouais, méga joueur, que 25 ans. L'Atlético l'avait payé assez cher quand même, 75 millions, mais largement rentabilisé. Et un joueur qui va compter dans le foot européen à l'avenir. Je pense que c'est excellent transfert pour un club qui a toujours besoin de suppléments offensifs. Maintenant qui peut préparer un petit peu la suite de son projet plus sereinement. Pour moi, le deuxième meilleur transfert, dur à hiérarchiser, mais cet été quand même, ce que le Paris Saint-Germain a fait avec João Neves, c'est un peu le symbole de sa transformation. C'est un peu ce Paris Saint-Germain extrêmement agressif, qui presse, qui fait les efforts, qui est intelligent et qui est jeune. Tout est résumé en la personne de João Neves, qui a 20 ans et qui a fait une méga saison, qui était l'homme du match contre City, dans une rencontre tellement déterminante, qui était encore énorme l'autre jour en Champions. João Neves à Paris, je veux dire, c'est... Paris a fait des bons mercatos, hein, là. Franchement, été dernier et cet hiver, quelques sacrées prises. Là, on a parlé de Doué, on a parlé de Kfara, on a parlé de João Neves. Ils ne sont pas trop trompés, Pacho aussi. Mais peut-être que le meilleur de tous, le plus important de tous, peut-être, ouais, João Neves. Et pourtant, il n'est pas numéro 1, parce que pour moi, le Willou du meilleur transfert, c'est Michael Olise. Quel énorme joueur et quelle énorme saison. Le Bayern l'a pris pour seulement 53 millions à Crystal Palace pour un joueur offensif
de la qualité de Michael Olise qui sait tout faire, qui est si complet et qui est si fort, qui a 23 ans, qui a connu donc ses premiers pas internationaux avec l'équipe de France, 12 buts en Bundesliga, Transfermarkt dit 18 passes D, je crois pas que ce soit 18, je crois que c'est plutôt 15, mais bon, quasiment 30 contributions décisives sur cette première saison, 5 buts en Champions aussi, et juste toute sa qualité de percussion, les chiffres avancés de Michael Olise sont fous. Je trouve que c'est un vol à main armée, un braquage total qu'a fait le Bayern et qui a trouvé son ailier droit normalement pour un bon paquet d'années. Maintenant avec Musiala, avec Kane, il faut trouver quelqu'un à gauche, mais ouais, ça peut faire un magnifique secteur offensif. Pour moi, waouh, ce qu'ils ont fait avec Michael Olise pour seulement 50, cette saison en est la preuve. Finalement, si on revisite ce qui s'est passé l'été dernier, c'est peut-être ça, pour moi, le meilleur transfert du Mercato 2024. Le meilleur rookie, le meilleur bébé. Alors, meilleur rookie, c'est simple. Il faut avoir joué moins de 300 minutes, toutes compétitions confondues, en professionnel, dans toute sa carrière avant le début de la saison 2024-2025. Quelques bouts de minutes comme ça en League Cup, ça passe, mais pas plus de 300. Et du coup, j'ai considéré Marc Casado, j'ai considéré Ethan Nwaneri, j'ai considéré Alex Jiménez de l'AC Milan, Pietro Comuzzo, Tyler Dibling, Samuel Mbangula, dommage qu'il ait un petit peu disparu sur la deuxième partie de saison. Mais mon premier rookie, même s'il n'a pas l'âge d'un rookie, il a 22 ans quand même, Raúl Asensio au Real Madrid. Il avait, c'est simple, pas une seule minute en professionnel avant le début de l'exercice 2024-2025, pas une seule. Il n'était pas dans l'effectif sur tout le premier tiers de la saison. Il est passé de 300 000 euros au 24 juin à 30 millions le 21 mars. Il a centuplé sa valeur marchande parce qu'il est devenu un joueur de foot professionnel au Real Madrid, titulaire, 10 matchs disputés en Champions. Intéressant, joueur intéressant. Bon, il a profité de l'hécatombe de blessures au Real. On verra si c'est véritablement un crack absolu sur ce poste de défenseur central. Moi, j'ai encore quelques réserves, mais gros caractère, s'imposer dans cette configuration, pas facile. Et ouais, si on parle des rookies qui ont compté cette saison, Raúl Asensio, très très clairement dans la catégorie, sur le simple volume de minutes importantes et critiques disputées. Le deuxième, la médaille d'argent, Maël Lewis Kelly pour moi. Ouais. Qui aurait cru qu'on verrait autant Lewis Kelly, 18 ans, aussi impliqué en Première Ligue, aussi impliqué en Champions, latéral gauche, milieu central. On en entendait peut-être un petit peu plus parler en venant du centre de formation, etc. Mais ouais, dans cet Arsenal qui a aussi eu des soucis de profondeur d'effectif, Miles Lewis Kelly a été top. Je l'ai mis devant Ethan Nwaneri, plus de minutes jouées à la fin. Mais mon premier, pour moi ce que fait Nico Pass à Como, ils l'ont acheté 6 millions d'euros cet été. Il avait joué 140 minutes de foot pro. En gros, il avait une titularisation de Copa del Rey avec le Real Madrid contre un club de D4 en 2023-2024. Il est passé de ça à cette saison 2700 minutes de Serie A, 6 buts, 9 passes D, numéro 1 en action qui amène à un tir en Serie A, numéro 1 devant Lookman, Yildiz, Pulisic, Leao, c'est sa première vraie année de foot pro. Numéro 1 en action qui amène à un tir. Il est numéro 1 en action qui amène à un but. Il est top 8 de Serie A en balle contrée, donc très très actif à la pression. Il est numéro 1 en dribble réussi. Donc numéro 1 en action qui amène à un but, numéro 1 en dribble réussi aussi. Il est assez haut sur les classements de passe en profondeur, 3e en passe en profondeur, juste derrière Barella et Pulisic. Et il est très très haut sur les classements de tir cadré, 2e en tir cadré, juste derrière Moise Kean, justement, on en parlait tout à l'heure. Ouais, Nico Pass pour moi, du haut de quoi son 1m86, c'est un milieu offensif magnifique, spectaculaire, tellement fort, et que 20 ans. Je trouve à chaque fois qu'on voit Como et Nico Pass jouer, qu'il y a véritablement un crack ici, un joueur qui va compter je pense dans le foot mondial, qui a une clause de rachat, le Real Madrid a une clause de rachat pour le reprendre potentiellement. Bon, ils ont tellement de richesses devant, je sais pas comment ça va se finaliser tout ça, mais il est juste méga fort, Nico Pass, dangereux, et va être un joueur majeur sur les prochaines saisons. Pour moi, c'est mon meilleur rookie. Il nous reste 2 we lose, et d'abord celui du meilleur retraité. Pas facile, pas mal de retraités importants cette saison. Des défenseurs, Simon Kjær, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, pour eux c'est fini. J'ai aussi pensé très très fort à Pepe Reina, 42 ans, 43 cet été, qui prend enfin sa retraite, 1 euro, 2 Coupes du Monde, 987 matchs joués, les 4 championnats majeurs. Bon, Pepe Reina pour moi, ça c'est mon enfance, c'est Liverpool de Rafa Benitez. J'ai l'impression qu'il est là presque, on va voir, hein, quand a commencé véritablement sa carrière.
Barça dans les années 2000, quasiment un joueur. Il était en formation au XXe siècle. Il est là depuis un paquet de temps, l'ami Pepe Reina. Et lui prend sa retraite. Il aurait pu être là-dedans, mais j'ai mis à la place Ivan Rakitic, médaille de bronze, vainqueur de Champions, joueur très très important de la Croatie. Il finit sa carrière au Hajduk Split où il était retourné il y a quelques temps. Bon, ça fait un petit moment. On le voit moins, Séville. Il a fait un passage à Al-Shabaab, Hajduk Split. Mais j'ai appris ça ce matin, je crois. Il y a un gars avec plus de 100 sélections avec la Croatie et qui a tellement compté dans notre foot européen. C'est la fin pour Ivan Rakitic. C'est aussi la fin cette saison pour Mats Hummels. Après une année à la Roma, ce gars 6 fois vainqueur de Bundesliga, 2 fois finaliste déçu de la Champions avec Dortmund, et bien sûr vainqueur du Mondial 2014 avec l'Allemagne, buteur contre nous en quart de finale. Moi je pense qu'il a été pendant un moment top 5 des meilleurs défenseurs centraux du monde, Mats Hummels, pendant une courte période. Donc un joueur important qui prend sa retraite. Mais le numéro 1, ça ne pouvait qu'être Marcelo. 25 trophées avec le Real pour Marcelo, 6 Ligas, 5 Ligues des Champions. Et il prétend très très clairement au titre de meilleur latéral gauche de l'histoire. Il est dans cette conversation. Marcelo. Et Copa Libertadores 2023 avec Fluminense aussi. Il avait une altercation avec son coach sur cette saison 24-25, fin d'année 2024. Et l'autre jour, on l'a vu au Bernabeu, brandir son maillot, dire ses adieux. C'est la fin pour Marcelo. L'année dernière, Toni Kroos sans doute aurait gagné ce Wilou du maire retraité cette année. Bien sûr, c'est un autre joueur énorme du Real Madrid, Marcelo. Enfin, la meilleure histoire, le Wilou de la plus belle histoire, parce que c'est ça le foot. Et cette splendide histoire, ça aurait pu être par exemple celle de Bilbao qui remporte l'Europa League à San Mamés demain soir. Bon, ils n'y seront pas. Ça aurait pu être le Bayern Munich, la même chose à l'Allianz Arena cette saison, sur un but pourquoi pas de Thomas Müller, imaginons. Ça peut encore être le Paris Saint-Germain qui remporte sa première Champions. Ça mériterait d'être sans doute dans les 3. Ça pourrait être le Liverpool de Slot qui gagne première saison et derrière qui chante Jürgen Klopp, référence à ce que Klopp chantait Arne Slot à la fin de la saison dernière. Magnifique. Ça pourrait être Declan Rice, le doublé de coup franc, soirée d'anthologie. Ça pourrait être le Cholo et son fils qui a joué un rôle important cette saison. Ça, c'était beau à voir. Ça pourrait être le premier titre en Belgique de l'Union Saint-Gilloise. On va savoir ça très vite. Et Bodo Glimt aussi, qui a fait un parcours énorme en Europa League. Il y a Newcastle, la League Cup. Il y a eu de belles histoires. Mais j'ai donné d'abord la médaille de bronze à Bologne. Bologne et Budimir, mais en l'occurrence Bologne, qui gagne la Coppa Italia, premier trophée majeur pour eux depuis 51 ans. Magnifique, l'année post-Thiago Motta, l'année post-Calafiori, post-Cirksé, etc. Ce but de Dan Ndoye, la réaction au coup de sifflet final. Des trop belles images, c'est ça le foot. Donc magnifique, cette victoire de Bologne. J'ai, en médaille d'argent, mais ça aurait pu être la médaille d'or, la demi-finale du siècle, Inter-Barça, la double confrontation dans son ensemble, mais le final aussi, avec Acerbi, c'est quoi cette histoire de malade mental? On va s'en souvenir pendant très très longtemps. On a fait 2 vidéos, la demi-finale du siècle, comment l'Inter l'a fait, historique, mythologique, tous les qualificatifs ont été employés. Mais ça c'est quelque chose d'assez spécial qu'on a vécu en 2024-2025. Mais j'ai mis tout en haut Crystal Palace. La FA Cup de Crystal Palace l'autre jour. Premier titre majeur de ce club qui existe, je crois, depuis, 1861. Voilà, à tout moment où un club, encore plus un petit club, entre guillemets, comme Crystal Palace, fait la meilleure saison de son histoire, et quand c'est un club qui est là depuis plus d'1 siècle et demi, ça mérite d'être très haut et de décerner le Wilou de la meilleure histoire. Mais ça pourrait être, on peut réviser le classement, et ça peut être dans quelques jours, l'Arminia Bielefeld, qui joue la finale de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart, qui a sorti, si je dis pas de bêtises, 4 clubs de Bundesliga pour arriver en finale, dont Leverkusen, le tenant du titre l'autre jour, en demi, et qui est un club de Détroit. Imaginez, 3e division, qualification pour l'Europe, en battant Stuttgart, en remportant ce titre. Ça, ce serait une vraie folie. Ça serait une folie totale. D'ailleurs, il y a un petit peu la même chose en Suisse, avec Bienne, qui est aussi un club de Détroit, qui joue contre Bâle dimanche. On a un beau dimanche, on a un beau week-end de foot, avec la possibilité d'écrire encore de belles histoires. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça que je dirais. Et les amis, j'espère que ces Willows vous ont plu, j'espère que le concept vous a plu. C'est la fin de saison, c'est l'occasion de s'amuser un peu. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous très très vite pour la suite. Il y a des matchs critiques qui arrivent. Donc d'ici là, prenez soin de vous comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. Bisous.